Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le gouvernement présente cette année un budget en hausse de 6,2% pour le programme 147 consacré à la politique de la ville. Mais cette hausse et la politique suivie sont-elles à la hauteur des enjeux, tout particulièrement après les émeutes urbaines de l'été ? Concernant le budget, la hausse est en partie en trompe-l'œil. En effet, l'ANRU est la bénéficiaire quasi exclusive de la hausse, tandis que les moyens consacrés aux autres domaines diminueront en euros constants puisqu'ils augmenteront moins vite que l'inflation. La contribution de l'État à l'ANRU suscite en réalité 3 sujets d'inquiétude. Premièrement, l'État reste loin du compte puisque l'essentiel de la charge financière a été reporté au prochain quinquennat. Deuxièmement, face à la hausse des coûts, les communes pauvres auraient besoin d'un soutien particulier alors que le NPNRU est une enveloppe fermée. Enfin, l'incapacité de l'État à augmenter sa contribution à l'ANRU en même temps que d'autres actions comme les cités éducatives ne peut qu'inquiéter pour l'avenir. Le renouvellement urbain ne peut produire de résultats que s'il s'accompagne d'une politique tout aussi déterminée d'accompagnement humain. Au regard des émeutes de l'été, je trouve la réponse du gouvernement tardive et inconstante. Elle est tardive parce que le comité interministériel des villes était attendu de longue date et a été plusieurs fois repoussé, et parce qu'il a entériné des propositions souvent anciennes. Le président de la République a annoncé la généralisation des cités éducatives, mais c'était une proposition du rapport Borloo qu'il a lui-même rejetée il y a 5 ans. Madame Borne annonce la future publication du décret sur les résidences à enjeux de mixité sociale, mais elle est attendue depuis 2 ans pour mettre en œuvre cette disposition imposée par le Sénat dans la 3DS. Que de temps perdu! Je trouve aussi la réponse inconstante. Les émeutes ont souligné le besoin d'éducateurs et de médiateurs le soir et le week-end dans les quartiers. Comment dès lors expliquer l'arrêt des bataillons de la prévention, dispositif pourtant conforté lors du précédent CIV et dont j'ai vu les effets positifs à Nice ou à Reims ? Comment se satisfaire des difficultés persistantes des petites associations à se financer, comme celle que j'ai rencontrée à Vaux-en-Velin et qui mène une action remarquable et efficace pour prévenir les rodéos urbains ? En conclusion, malgré la hausse des crédits, je ne trouve pas dans ce budget et la politique menée la cohérence et l'ambition nécessaires pour répondre aux enjeux des quartiers prioritaires grâce à une programmation d'actions et de moyens crédibles à moyen terme. La commission des affaires économiques a donc émis un avis défavorable sur les crédits de la mission Cohésion des territoires. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les enjeux d'aménagement numérique du territoire sont centraux afin d'assurer la cohésion de nos territoires. À ce titre, je tiens premièrement à aborder la question du déploiement de la fibre optique. 83% de nos concitoyens y sont désormais raccordables, mais des disparités demeurent. Les opérateurs ont en effet freiné leur rythme de déploiement, un rythme de progression jugé très insuffisant pour l'Arcep, notamment dans les zones AMI. Nous constatons toutefois que dans les zones d'initiative publique, là où les collectivités territoriales installent elles-mêmes la fibre, le dynamisme des raccordements est élevé. Saluons donc leur esprit d'initiative et leur engagement sans faille au service de nos concitoyens. Je souhaite en outre vous alerter sur un cas unique, celui de Mayotte, où le déploiement de la fibre n'a pas commencé. L'État n'a pas prévu les crédits nécessaires pour accompagner son déploiement. Cet oubli est un manquement criant à l'égalité des territoires. La commission a donc déposé un amendement visant à corriger cette regrettable anomalie. Par ailleurs, il apparaît plus que jamais nécessaire d'évoquer l'enjeu de la résilience des réseaux dans un contexte de dérèglement climatique et donc de multiplication d'événements météorologiques extrêmes. Il me semble opportun d'entamer sans attendre une réflexion collective sur ce point. Je ne peux m'empêcher d'aborder le sujet de la qualité du raccordement. Le gouvernement compte-t-il enfin agir et inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize, dont je salue l'initiative, portant sur la qualité du raccordement et adoptée à l'unanimité au Sénat ? J'insiste tout particulièrement sur ce sujet car il nous faut agir vite. Le réseau cuivre entame sa fermeture progressive en 2024 et ce jusqu'à la fin de la décennie. Nous ne pouvons pas couper la DSL à nos concitoyens et les renvoyer vers une infrastructure de mauvaise qualité. J'en viens maintenant aux enjeux relatifs aux usages du numérique. Nous estimons à 14 millions le nombre de nos concitoyens
aujourd'hui confrontés à l'électronisme, cette difficulté à utiliser des appareils numériques. Ce fléau touche toutes les générations. Le gouvernement a ainsi annoncé poursuivre pour 3 ans le dispositif des conseillers numériques France Service. Cependant, le soutien financier de l'État sera moins élevé qu'auparavant pour les collectivités qui doivent, encore une fois, faire face à un transfert de charges pernicieux. Elle crée des postes avec le soutien de l'État et cette offre engendre des attentes de la part de nos concitoyens, puis les financements de l'État diminuent, mais la demande, elle, ne faiblit pas. Mes chers collègues, l'aménagement numérique du territoire est aujourd'hui à la croisée des chemins et que ce soit du côté de l'infrastructure ou des usages, une nouvelle ambition est nécessaire pour assurer la qualité et la pérennité des réseaux et l'égal accès des pratiques à tous nos concitoyens, sans exception. En prenant en compte les alertes évoquées dans mon intervention, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a rendu un avis favorable sur les crédits relatifs à l'aménagement numérique. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le logement, c'est une question de dignité, de pouvoir d'achat des Français. Le logement représente 40% des dépenses contraintes des ménages modestes, mais également d'emploi, puisque 50% des chômeurs hébergés dans les logements sociaux renoncent à une opportunité professionnelle leur imposant une mobilité géographique. Or, notre pays s'enfonce depuis 6 ans dans une crise durable du logement abordable. Malgré les alertes répétées, l'immobilisme du gouvernement n'est plus acceptable. Année après année, le gouvernement passe à côté des propositions les plus indispensables qui permettent de donner un nouveau souffle, un nouveau cap à la politique du logement. Encadrement du foncier, inversion de la fiscalité sur la détention du foncier, soutenir fortement les maires constructeurs, agir plus efficacement sur la précarité énergétique. En cette année 2023, l'espoir est grandissant. Vous sembliez enfin, monsieur le ministre, prendre conscience de cette bombe sociale qui constitue la crise du logement que nous traversons. Malheureusement, vous n'avez pu nous offrir qu'une nouvelle et mauvaise mise en scène, un triste spectacle avec le CNR Logement ces derniers mois, qui en fait s'est transformé en une convention citoyenne acte 2, tant le sentiment du déjà-vu fut saisissant. Durant 6 mois, il y a une forte mobilisation des acteurs du secteur. L'union sacrée que vous appeliez de vos voeux, elle était à portée de main. Ce travail a permis de produire des centaines de propositions pour développer la production de logements sociaux, pour garantir l'accès à un logement durable et abordable, pour redonner de la vigueur au territoire, pour finir avec le mal logement. Bref, une séquence politique qui s'est soldée une fois de plus par un camouflet. Et l'envers du décor, c'est un président de la République qui a évoqué la politique du logement de notre pays par, je le cite, un système de surdépenses publiques pour l'inefficacité collective. Nous faisons donc face à une crise structurelle et la responsabilité des gouvernements successifs depuis 2017 est entière. En abandonnant la politique du logement et en retirant plus de 8 milliards d'euros de recettes au logement social, ce sont les familles les plus modestes qui subissent directement le manque de logements abordables. En encourageant d'ailleurs les bailleurs à sortir du marché locatif traditionnel au profit des plateformes de location, l'offre de logements s'est asséchée dans de nombreux territoires en tension justement. Ayons une pensée pour les salariés modestes, les travailleurs saisonniers, les étudiants, les jeunes ménages qui ne trouvent plus de moyens pour se loger, s'éloignant d'ailleurs parfois de leur lieu d'activité ou en renonçant tout simplement à un emploi ou à une mobilité professionnelle. Tout ça va à l'encontre de vos enjeux de mobilité, de transition énergétique, de réindustrialisation et du plein emploi. S'il le fallait, ces chiffres finiront de vous convaincre de l'abandon de la politique de logement par le gouvernement. Le logement, je l'ai dit, représente 40% des dépenses contraintes des ménages modestes. L'offre de logement allouée depuis 2019 a diminué de 46%. 37% des passoires thermiques sont occupées par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un effondrement de 30% des mises en chantier de logements attendus en 2025. Plus du tiers des locataires HLM ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté. Bref, la liste est longue. Il y a donc des décisions à prendre en urgence, revenir sur les choix budgétaires des dernières années qui détruisent peu à peu le modèle du logement social en France. Réguler le foncier, adapter la fiscalité,
mieux prendre en compte les besoins exprimés localement, soutenir les maires constructeurs, assurer la mixité sociale. Le budget pour la politique du logement 2024 ne se traduit pas par la volonté d'un changement de cap et reste insuffisant sur tous ces points. C'est un grand plan de mobilisation pour le logement dont le pays a besoin. Plusieurs voix s'élèvent en effet pour faire du logement une grande cause nationale. L'accès au logement est devenu un des principaux facteurs d'inégalité menaçant la cohésion de notre pays, alors que l'activité économique de la construction est durablement touchée, avec des entreprises et des emplois menacés. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, avec le groupe socialiste, nous voterons contre ces missions, mais nous aurons bien évidemment des amendements à vous proposer sur cette mission. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'attente des élus locaux, parce que cette mission est directement liée à leurs prérogatives, à leurs préoccupations du quotidien, leur attente, c'est de muscler l'ingénierie territoriale, nous en sommes bien d'accord, mais surtout de renforcer leur autonomie opérationnelle et leur pouvoir d'agir. Or, la logique gouvernementale conduit, et nous en avons la démonstration encore avec ces crédits, trop souvent à muscler l'ingénierie pour, en réalité, renforcer l'emprise de l'État et considérer les élus locaux comme des sous-traitants des politiques nationales, qui plus est avec leurs propres deniers, une emprise à la fois financière et stratégique. Alors, à travers ces crédits, nous pouvons le reconnaître les uns les autres, il y a quelques efforts consentis par le gouvernement, mais globalement, les moyens financiers et l'approche politique ne sont pas, selon nous, à la hauteur des enjeux. Quelques exemples à travers en particulier le programme 112, celui sur l'impulsion et la coordination de la politique d'aménagement du territoire. Tout d'abord avec l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors c'est vrai, il y a un renforcement significatif des moyens pour 2024, 800 projets annoncés faisant l'objet d'un accompagnement en propre par cette agence. Pour autant, il faut rappeler que notre pays compte près de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants, celles-là même qui ont besoin de cet accompagnement renforcé. Alors finalement, on invente l'adage renversé, quand je me regarde, je me rassure, et quand je me compare, je me désole. Sur les villages d'avenir, là aussi, a priori, une bonne intention. La réalité, c'est que le recrutement de la centaine de chefs de projet, 6 millions d'euros, plus 2 millions à travers un amendement du gouvernement qui a été déposé il y a peu de temps, nous considérons que ces ressources auraient pu être mieux employées parce que ce soit dans les services de l'État ou surtout dans les collectivités, nous avons des ressources humaines qui seraient déjà pleinement opérationnelles. Sur l'évolution des zones de revitalisation rurale, on ne va pas refaire le débat ici, mais malgré tout s'interroger sur la cacophonie qui a prévalu, y compris sur la position du gouvernement. On voyait bien qu'elle n'était pas constante. Tout cela suscite des interrogations, des inquiétudes extrêmement fortes chez les élus. Sur France Service, là aussi, vous annoncez une hausse, mais la subvention de cette hausse est nettement insuffisante. Ainsi, malgré cette augmentation, 40% seulement des coûts seront compensés par l'État. Sur territoire d'industrie, là aussi, des avancées, mais pas à la hauteur des enjeux. La Bretagne, par exemple, avait demandé à être considérée dans son ensemble régional et on ne peut pas la passer, la baisse des crédits, sous silence des régions qui vont perdre d'ici la fin du mandat présidentiel près d'un demi-milliard d'euros. Sur le volet mobilité des CPER, enfin, là aussi, vous faites des annonces avec quelques hausses, mais si nous prenons l'exemple de la Bretagne, l'État mettra sur la table 233 millions d'euros pour toutes les mobilités, pour toute la région, sur la période 2023-2027, à mettre en regard de l'achat de 6 rames de train, c'est 111 millions d'euros. Donc là aussi, l'effort n'est pas à la hauteur des besoins. Et puis terminer sur le programme 162, on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion du débat sur les articles et sur les amendements. Là aussi, on ne comprend pas la position de l'État. Coup de rabot de 5% sur l'action numéro 2, eau et agriculture en Bretagne, alors même que l'État a été sanctionné par la justice administrative pour l'insuffisance des moyens et des actions engagées. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera contre les crédits de cette mission. Je vous remercie.